Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été qui vous a ressourcé après ces mois de confinement un peu compliqués. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la saga littéraire du Sorceleur. Aujourd'hui nous attaquons le 5e roman, intitulé Le Baptême du Feu. C'est un roman qui diffère complètement du précédent et se focalise beaucoup plus sur Geralt et sur sa quête. Il est rempli d'actions et de nouveaux personnages importants, tout en incorporant les conséquences de la guerre qui fait rage entre les royaumes du Nord et l'Empire du Nilfgaard. Pour cette vidéo, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver autant d'illustrations que pour la précédente, mais j'ai fait en sorte de vous mettre des visuels qui, je l'espère, vous aideront à mieux vous repérer dans le récit. Comme d'habitude, je vous propose un résumé de chaque chapitre et un avis global en fin de vidéo. Comme dans le roman précédent, ce premier chapitre s'ouvre avec un nouveau personnage, dont l'importance va aller crescendo tout au long de ce tome. Nous faisons la connaissance de Maria Baring, surnommée Milva. C'est une jeune archère qui aide les commandos de Scoia'tael en déroute. Ces derniers sont traqués et massacrés par les humains, avec une ardeur renouvelée depuis que leur participation au soulèvement de Thanedd a été révélée. Milva est une excellente pisteuse, et elle est chargée de faire passer à Brokilon les survivants des commandos. Sur demande de Dame Eithne, elle doit aider Geralt en allant se mêler à la population et récolter des informations sur la situation actuelle. Elle lui apprend le décès de Codringer et Fenn, les deux avocats détectives embauchés par le sorceleur dans le roman précédent, survenus en même temps que l'assemblée de Thanedd. Milva lui explique qu'une grande chasse a été lancée pour retrouver 4 personnes impliquées dans le soulèvement. Faoltierna, le célèbre chef du commando de Scoia'tael présent sur Thanedd, Cahir, le chevalier nilfgaardien, Geralt et Ciri, mais Milva lui dit qu'elle a disparu, car aucune trace de son cadavre n'a été retrouvée dans les ruines de Torlara. Voyant combien il est inquiet pour cette jeune fille, elle lui promet de revenir dans quelques jours avec des nouvelles. En Rhédanie, l'assassinat du roi Vizimir a plongé le royaume dans le chaos. Son fils Radovid étant trop jeune pour régner, un gouvernement provisoire dirigé par Dijkstra a été établi. Ce dernier apprend par un de ses espions que Geralt est caché à Brokilon et qu'il a envoyé Milva à la pêche aux informations concernant Ciri. Afin de tenir Geralt tranquille, Dijkstra s'arrange pour qu'il apprenne que l'empereur de Nilfgaard va épouser la princesse de Cintra, que tout le monde croyait morte. Cette nouvelle, transmise quelques jours plus tard par Milva, est terrible pour Geralt. Il décide de partir immédiatement pour l'Empire, malgré l'avis de la jeune femme qui trouve cela suicidaire. Quelques jours plus tard, prise de remords et le sachant en grand danger, elle se lance sur ses traces. Nous sommes ensuite de retour en Rhédanie, au château de Monte Calvo, la demeure de Philippa Ellart, où se cachent également Triss Merigold, Keira Metz et la rectrice Margarita Loanti. Les 4 magiciennes organisent une réunion d'urgence, par projection magique, et ont convié leurs camarades nordiennes, Sabrina Glevisig, Sheila de Tancarville et Francesca Findaber. La 8e invitée est Assir Varanaïd, une magicienne nilfgaardienne. Cette réunion est la première étape pour rétablir la réputation des magiciens qui a été mise à mal par le soulèvement de Thanedd. Philippa souhaite mettre en place un nouvel ordre apolitique, exclusivement composé de femmes, afin de servir un seul et même intérêt, la magie. Elle invite les participantes à assister en personne à la prochaine réunion dans son château, et en signe de bonne volonté, elle offre à Francesca et à Cyr la possibilité de proposer la candidature d'autres magiciennes au sein de la loge. Après avoir quitté Brokilon, Geralt poursuit sa route à travers la forêt, accompagné par Jaskier. Les deux amis tombent sur des Avekar, de dangereux marchands faisant du commerce illicite avec les Scoia'tael, et ils sont témoins d'une transaction peu ordinaire. Les Avekar remettent un prisonnier enfermé dans un cercueil, à des soldats nilfgaardiens envoyés par le chef des services secrets de l'Empire, Vattier de Rideau. Les soldats tuent les Avekar et attaquent Geralt et Jaskier. Malgré les soins apportés par les Dryades, le sorceleur souffre toujours terriblement aux genoux et aux bras. Milva, qui a fini par les rattraper, arrive à temps pour les aider à achever les soldats. Lorsque Geralt ouvre le cercueil, il est stupéfait de découvrir Cahir, le chevalier nilfgaardien, attaché et bâillonné. Il l'épargne pour la seconde fois, mais lui promet de le tuer s'il le croise de nouveau. Milva tente de faire rebrousser chemin à Geralt, en lui expliquant que Nilfgaard est en marche avec l'armée de Verdun pour attaquer Bruges, mais il s'entête à vouloir rejoindre la rivière Yaruga, où il espère pouvoir trouver une barque qui le mènera jusqu'à Nilfgaard. Il leur révèle faire des rêves lui montrant Ciri, accompagnée de jeunes bandits. Il ne sait pas où elle est, mais il sent qu'elle est en danger et il ne peut pas l'abandonner. Milva finit par accepter de les accompagner jusqu'à la rivière, en passant par l'est.
Ils voyagent pendant plusieurs jours, en évitant les affrontements, mais sans pouvoir échapper aux cadavres et aux scènes de massacre. Contre toute attente, Cahir les rejoint, et cette fois Géralt est bien décidé à le tuer. Le chevalier refuse de se battre et ne cesse de répéter qu'il n'est pas Nilfgaardien et qu'il souhaite les aider. Mais le sorceleur refuse de l'écouter et le fait partir. Après quelques jours de marche, les 3 compagnons tombent sur une compagnie de nains menée par Zoltán Chivé, qui ont recueilli des femmes et des enfants fugitifs. Leur bande fait route vers l'est et les 3 compagnons acceptent de se joindre au convoi. La compagnie poursuit sa route en direction de l'est, mais la route est tellement impraticable qu'ils doivent bifurquer en direction du sud-est et se rapprocher ainsi des affrontements. Ils sont rattrapés un matin par le cheval de Cahir, seul et couvert de sang, et comprennent que le chevalier est mort, certainement tué par des fugitifs. Après quelques jours de marche, ils constatent que l'armée témérienne a lancé une offensive contre Nilfgaard et se trouve désormais entre eux et l'envahisseur, leur offrant ainsi un certain degré de protection. Zoltán veut prendre la route qui mène en direction du sud, persuadé d'être désormais à l'abri, mais Milva et Jasquier préfèrent jouer la carte de la sécurité et passer par la forêt, même si Géralt constate la présence de ghouls aux alentours. Ils finissent par se perdre en suivant la rivière Haut, un des affluents du fleuve Chotla, et 2 solutions s'offrent à eux. Faire demi-tour pour rejoindre la Chotla en passant par Fencarn, ou traverser la rivière Haut pour tomber sur le croisement entre les fleuves Chotla et Ina. Géralt oppose son veto à la deuxième proposition, expliquant que l'autre rive est une région dangereuse où il a déjà failli perdre la vie. Ceci est une référence à la nouvelle Quelque chose en plus, issue du 2e recueil, où il sauva le marchand Yurga de créatures redoutables et échappa de peu à la mort. Le convoi rejoint donc Fencarn, un cimetière elfique, à la nuit tombée. Le gnome Percival alerte soudainement Géralt sur la présence d'une goule, mais c'est en fait un homme nommé Régis. Il est barbier, mais sa présence en pleine nuit, au milieu d'un cimetière, éveille les soupçons de tous. Pour les rassurer, le barbier les invite dans sa cabane pour y passer la nuit. Sur place, la compagnie est invitée à déguster de l'élixir de mandragore, une plante rare qui se trouve en abondance dans le cimetière. Les langues se délient rapidement, et Zoltán convainc le barbier de se joindre à leur compagnie. Le lendemain, la compagnie décuve difficilement et reprend sa route à travers le cimetière elfique. Ils y découvrent des paysans, envoyés par leur prêtre pour chasser un vampire prétendument responsable du massacre d'une femme et de son enfant. Une bagarre éclate entre les manins et Milva, qui blesse sérieusement l'un d'entre eux, contraignant la compagnie à suivre les paysans jusqu'à un camp de fugitifs. Malheureusement, un nouveau problème ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Les réfugiés du camp ont tout perdu, et les rares ressources alimentaires se marchandent à prix d'or. Un prêtre a profité de la misère générale pour étendre son influence sur les fugitifs, en jouant sur leur foi et leurs préjugés. La cible de ces fanatiques est une jeune fille simplette, accusée de sorcellerie. Le prêtre veut la torturer pour la faire avouer ses méfaits et sa complicité avec le fameux vampire, mais le staroste du camp s'y oppose. La compagnie tente d'intervenir pour apaiser le prêtre, mais en vain. Finalement, ce dernier accepte d'innocenter la jeune fille si quelqu'un parvient à passer le baptême du feu, en récupérant des fers à cheval dans les flammes, à main nue, et sans la moindre trace de brûlure. À la stupéfaction générale, Régis passe l'épreuve sans la moindre blessure. Le prêtre est furieux et l'accuse de sorcellerie, mais son discours est interrompu par des troupes de Nilfgaardiens qui surgissent dans le camp. Dans la panique qui s'ensuit, Géralt et Jasquier se retrouvent séparés de la compagnie et sont assommés. Quand ils reviennent à eux, ils constatent que l'armée de Témérie a vaincu les Nilfgaardiens, mais lui et Jasquier sont accusés d'être des déserteurs ou des espions au service de l'Empire. Ils sont conduits à la fortification la plus proche et tombent sur le commandant en chef, le maréchal Visegarde de Cintra. Ce dernier reconnaît Géralt, qu'il a croisé 15 ans auparavant, lors des fiançailles de Pavetta, la mère de Ciri. Pour Visegarde, le sorceleur est non seulement la cause du mariage de Pavetta avec un vagabond du Sud, mais il l'accuse d'avoir enlevé Ciri pendant le massacre de Cintra et de l'avoir livrée à l'empereur Émir. Il estime qu'elle n'a aucun droit sur le trône, car son sang est maudit et elle est issue d'une lignée corrompue par l'inceste. La nouvelle du futur mariage entre Ciri et l'empereur Émir a par ailleurs poussé beaucoup de soldats de Cintra à déserter, ne supportant pas de se battre pour une patrie qui n'est désormais plus la leur. Géralt et Jasquier tentent de se défendre, mais Visegarde refuse d'entendre raison et les condamne à la pendaison.
Après l'arrivée des Nilfgaardiens dans le camp de réfugiés, Milva se retrouve seule et en mauvaise posture. Par chance, Cahir, qui n'était finalement pas mort, vole à son secours. Milva reste méfiante à son égard, mais il lui assure vouloir les aider, et il se réfugie dans les bois pour échapper à l'armée. La jeune femme finit par lui demander pourquoi il suit Geralt, et Cahir lui raconte ce qui lui est arrivé après le fiasco de l'assemblée de Thanedd. Ses alliés Francesca, Vilgefortz et Rience ayant disparu, il ne restait que Faoltierna, le chef du groupe de Scoia'tael qui devait enlever Ciri. Ce dernier s'enfuit avec Cahir afin de ne pas tomber entre les mains des Nordiens. Lorsque l'empereur se rendit compte que la princesse qu'on lui avait amenée n'était pas Ciri, il jugea Cahir coupable de trahison et donna à Faoltierna l'ordre de le livrer à ses agents. Il fut donc enfermé dans un cercueil et confié à Avekar pour être remis à des soldats nilfgaardiens. Cahir révèle ensuite à Milva que Ciri ne se trouve pas à Nilfgaard et qu'elle n'a pas été enlevée. Régis les retrouve et leur explique qu'ils doivent se rendre au plus vite au fort d'Armérie, là où Geralt et Jaskier sont retenus prisonniers. Arrivés sur place, Régis rejoint discrètement Geralt et Jaskier dans leur tente et les libère de leurs liens, puis leur indique le point de rendez-vous où Milva les attend. Les deux prisonniers tentent de quitter le fort discrètement, mais des chevaliers les prennent en chasse. La situation s'empire lorsqu'une troupe de Nilfgaardiens se dirige sur le fort, mais cela a l'avantage de détourner l'attention des soldats nordiens. Ils retrouvent Milva et Cahir, et découvrent que Jaskier a été blessé à la tête par une flèche. Régis fait son apparition et soigne le barde, puis se retrouve menacé par l'épée en argent de Geralt. Ce dernier lui ordonne de disparaître, malgré les protestations de ses camarades, et Régis finit par leur révéler ce que Geralt avait deviné. Il est un vampire de 428 ans. Il accepte de partir, mais demande au sorceleur s'il ne compte pas revenir l'éliminer plus tard. Geralt lui répond qu'aucune personne n'aurait les moyens de le payer pour une telle mission, ce qui laisse entendre à quel point Régis est dangereux. Le vampire disparaît, et le sorceleur est sur le point de régler ses comptes avec Cahir, mais Milva l'en empêche, en prenant la défense du jeune homme qui l'a sauvé. La compagnie se remet en route, et lors d'une halte, Geralt confronte Cahir, lui reprochant d'avoir traumatisé et hanté Ciri pendant des années. Cahir lui révèle que lui aussi fait des rêves où il voit Ciri en compagnie d'une bande de criminels, et qu'il veut aider le sorceleur. Après cette révélation, Geralt est perdu et en colère, et le fait que Régis refasse son apparition parmi le groupe n'aide en rien son humeur. Il finit par leur dire de partir et de le laisser, car il n'a pas besoin d'eux et ils ne font que le ralentir. Ses compagnons ne prêtent pas attention à sa colère, et Jaskier dirige ensuite la préparation commune d'une soupe, qui réunit et rassemble toute la troupe. Ils évoquent les nouvelles de Cahir concernant Ciri, et réalisent que cela complique fortement l'affaire, car elle peut désormais se trouver n'importe où. Régis propose alors de demander l'aide du cercle des druides, qui se trouve non loin de là, dans les bois de Caed-Dû. Le 6e chapitre est un passage extrêmement intéressant et rempli de révélations sur les origines de Ciri. 1 mois et demi auparavant, après avoir fait prendre la fuite à Ciri pendant la bataille de Thanedd, Yennefer a subi un sort de compression jeté par Francesca, qui l'a transformée en une minuscule statuette de jade. L'elfe a ainsi pu la cacher et la protéger des sombres desseins de Rience et Vilgefortz, mais la soudaine disparition de Yennefer a convaincu tout le monde qu'elle faisait partie des traîtres et s'était réfugiée à Nilfgaard. En vue de la seconde réunion de la loge des magiciennes, Francesca a choisi 2 personnes à introniser, Hydaelmen Epsivne, une naine séverne des Monts Bleus, et Yennefer. Elle lève le sort de compression, et Yennefer retrouve son apparence normale dans la douleur. Francesca veut qu'elle se joigne à la loge, car les magiciennes s'intéressent à Ciri, et elle la connaît mieux que personne. Yennefer n'est pas ravie, mais comprend qu'elle n'a pas le choix. Au château de Monte Calvo, les magiciennes du Nord sont toutes présentes, et Assir Varanaïd a invité une consoeur nilfgaardienne nommée Fringilla Vigo. La réunion débute, et Philippa expose les objectifs de la loge. La magie n'occupe désormais plus un rang aussi important qu'autrefois, depuis que les magiciens ont été chassés par les souverains qu'ils conseillaient. Par le passé, les mages avaient œuvré en secret pour placer sur le trône les dirigeants qui arrangeaient leurs intérêts, mais jamais l'un d'entre eux. Pour contrer l'avancée inexorable de Nilfgaard, l'héritier du royaume neutre de Kovir doit épouser une magicienne, jeune et d'ascendance royale. Philippa révèle que Ciri doit être la 12e magicienne de la loge et la future reine de Kovir, et elle demande à Yennefer de raconter tout ce qu'elle sait sur la jeune fille. Hydaelmen explique ensuite que Ciri est l'héritière de Lara Dorren, la dernière elfe porteuse du sang ancien, un matériau génétique objet de mystère et de légende.
Francesca prend la parole pour retracer l'arbre généalogique de Ciri. L'histoire commence par la rencontre entre l'elfe N. Severn Laradoren et Cregennan, un homme. Tous deux étaient des magiciens, d'abord amis, puis amants, ce qui leur valut beaucoup d'ennemis au sein de leurs peuples respectifs. Cregennan fut tué, et Lara, qui était enceinte, prit la fuite pour échapper à ses poursuivants. Elle demanda l'aide de la reine Sero de Redani, puis mourut après avoir accouché seule d'une petite fille appelée Rhiannon. Le bébé fut recueilli et élevé par Sero et Vridank, les souverains de Redani. Avant d'épouser Sero, le roi Vridank avait épousé Béatrix de Kovir et avait eu une fille, nommée Falca. Lorsqu'il rencontra Sero, il répudia son épouse et la chassa elle et sa fille. Lorsqu'elle eut 17 ans, Rhiannon choisit d'épouser le roi Guademar de Témérie. Des années plus tard, Falca, qui était considérée comme l'héritière légitime du trône de Redani, provoqua un soulèvement et assassina son père, sa belle-mère et ses deux demi-frères. Sa rébellion armée fut soutenue par la noblesse témérienne et covirienne, mais se transforma rapidement en une terrible guerre paysanne, où de nombreux massacres furent commis. Rhiannon était enceinte quand elle fut accidentellement capturée et emprisonnée par des rebelles de Falca. Cette dernière était aussi enceinte et accoucha au moment précis où Rhiannon mettait au monde des jumeaux. Falca ordonna que son enfant soit élevé avec ceux de Rhiannon, et lorsque le roi Guademar délivra enfin son épouse, personne ne savait quel enfant était celui de Falca. Rhiannon avait perdu la raison et la mémoire. Le roi fit donc venir un groupe de magiciens, parmi lesquels Francesca, afin qu'ils examinent les 3 enfants et établissent l'identité de chacun. Adela était bien la fille de Falca, et Fiona et Amavet les enfants biologiques du couple. Assir explique ensuite que le gène de Lara ne peut être transmis que par la lignée féminine. Quand un homme est porteur du gène, celui-ci disparaît à la seconde génération. Sheila rajoute que les descendants de Rhiannon possédaient soit un gène latent, soit un activateur. Amavet possédait l'activateur, de même que sa fille et sa petite-fille. La branche de Fiona portait le gène latent, qui se retrouva également chez son fils et son petit-fils. Finalement, les petits-enfants de Amavet et Fiona commirent un inceste à leur insu. Adalia, porteuse de l'activateur, et Dagorad, porteur du gène latent, se marièrent et eurent une fille, la reine Calande de Sintra, qui fut ainsi la 3e porteuse du gène de Lara. Sa fille Pavetta et sa petite-fille Ciri étaient elles aussi porteuses de ce gène. Voilà donc pourquoi l'empereur Émir met autant d'efforts à chercher la jeune fille. Assir leur révèle que la princesse reçue par l'empereur n'est pas Ciri, ce qui réjouit les magiciennes. Philippa leur révèle que Dijkstra a déjà découvert 2 des planques de Vilgefortz, où il se livrait à des expériences inhumaines sur des jeunes filles et leurs fœtus. Yennefer masque l'angoisse qui la ronge, mais elle ne compte pas rester impuissante. Elle profite d'une pause pour s'enfuir, suivant le conseil donné discrètement par Fringilla pour contourner le blocus magique de Philippa. Le temps presse, elle doit absolument retrouver sa fille avant les magiciennes et avant Vilgefortz. Un rapide aparté nous plonge dans une conversation entre Stefan Skellen, le coroner de l'empereur, et Léo Bonnart, un chasseur de primes. Skellen le charge de tuer Falca, la 7e membre de la bande des rats, sans lui révéler qui elle est réellement. Bonnart accepte le contrat et lui garantit de le remplir très vite, car il sait où les rats se dirigent et il sait comment les rattraper. Dans ce dernier chapitre, nous retrouvons la compagnie menée par Geralt, toujours en route pour Caed-Dû. La récente révélation de la nature vampirique de Régis a fait naître certaines craintes chez ses compagnons. Geralt leur explique qu'il est un vampire supérieur, une créature extrêmement dangereuse et puissante. Mais il s'est pourtant parfaitement intégré parmi les hommes et se comporte honnêtement. Jaskier finit par interroger Régis, qui leur assure qu'il n'a plus bu une seule goutte de sang depuis des années et qu'il s'est déshabitué. La compagnie poursuit sa route jusqu'à atteindre Angren, mais la proximité des armées nilfgaardiennes et témériennes les pousse à chercher un autre chemin. Régis propose de passer par Isgit, une région marécageuse et extrêmement dangereuse. Geralt pèse le pour et le contre, conscient des dangers qui les attendent, mais finit par accepter. Par miracle, il retrouve la compagnie de Zoltan, mais les retrouvailles sont malheureusement de courte durée, car les nains souhaitent rentrer chez eux à Mahakam. Avant de partir, Zoltan fait cadeau à Geralt de son shield, une arme exceptionnelle forgée par les gnomes. Il tombe ensuite sur un groupe de manants qui avaient été faits prisonniers par Nilfgaard, avant d'être libérés par un détachement au service d'une certaine reine blanche. La troupe comprend qu'il s'agit des rescapés de l'armée rivienne, qui avait été décimée par Nilfgaard au tout début du conflit. Après quelques jours, l'état de santé de Milva s'aggrave et il découvre avec stupéfaction qu'elle est enceinte. Pour l'aménager,
le sorceleur décide qu'ils traverseront la Yaruga et remonteront le long du fleuve afin d'éviter les marécages d'Izgit. Puis ils retraverseront la rivière une fois arrivés sur les hauteurs de Kaeddu. Une fois arrivés à la rivière Yaruga, ils embarquent à bord d'un bateau. Après un moment étrangement calme, des soldats de la Lyrie surgissent sur la rive gauche, fuyant des soldats nilfgaardiens. Ils tentent de rattraper leur embarcation pour y faire monter leur reine, mais le passeur coupe les cordages qui reliaient le bateau à chaque rive. En représailles, les soldats les criblent de flèches, poussant la troupe à se rapprocher de la rive droite. Malheureusement, des nilfgaardiens débarquent aussi sur cette rive, et le groupe se retrouve pris entre deux feux. Le courant les entraîne vers un pont bâti sur un îlot et reliant les deux rives, sur lequel des soldats du nord sont pris au piège des deux côtés par Nilfgaard. La troupe quitte le bateau et se jette sur l'îlot, mais Milva fait une fausse couche. Cahir veut retenir les fuyards pour gagner du temps et leur permettre ensuite de s'échapper par la gauche. Géralt lui prête main forte et il mène les soldats ragaillardis au combat. Ils réussissent à repousser les envahisseurs du pont et les Nilfgaardiens restants prennent la fuite. Le pont est sauvé. Un peu plus tard, la reine Mève, souveraine de Lyrie et de Rivie, vient voir Géralt. Elle a participé à la bataille, ce qui lui a valu une vilaine blessure à la bouche, et elle souhaite remercier le sorceleur d'avoir sauvé le pont. Elle lui demande son nom et le sorceleur répond simplement Géralt. Elle le fait donc mettre à genoux et le nomme chevalier. Grâce à cet adoubement, il devient officiellement Géralt de Rivie. Ce 5e roman est généralement le plus apprécié des lecteurs, car il se focalise sur Géralt, ce qui, personnellement, m'avait quelque peu manqué depuis les recueils de nouvelles, bien que Ciri soit mon personnage favori. Le rythme de ce tome est moins soutenu que le roman précédent, mais cela permet à Sapkowski de réellement se focaliser sur ses personnages, et c'est dans cet exercice qu'il excelle. J'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais j'aime le fait que ses protagonistes soient loin d'être parfaits. Jaskier est un séducteur invétéré qui traite les femmes de façon cavalière. Milva a causé la mort de plusieurs hommes en participant à des embuscades avec les dryades. Zoltan n'hésite pas à dépouiller des fugitifs. Régis est un vampire qui a tué des centaines de personnes dans le passé. Et Cahir a participé au massacre de Cintra et a malgré lui traumatisé Ciri. Malgré leur passif plus que trouble, ils restent tout de même attachants à leur manière. J'adore comment la compagnie menée par Géralt se forme malgré lui. Il a beau se comporter comme un solitaire et agir comme s'il n'avait pas d'émotion, il attire pourtant ces personnes qui acceptent de le suivre dans sa quête insensée, quelle que soit leur motivation personnelle, et qui restent avec lui, même quand il essaie de les repousser. Comme beaucoup de personnes, je suis fan du personnage de Régis, et pas seulement grâce à CD Projekt. Ce que je trouve intéressant avec Régis, c'est qu'il est bizarrement celui à qui Géralt ressemble le plus. Il y a ce drôle de parallèle croisé entre eux. Régis est un monstre qui a l'apparence d'un homme, et Géralt est un homme qui a l'apparence d'un monstre. Ce roman se focalise également sur la guerre qui fait rage entre Nilfgaard et les royaumes du Nord, et hormis les petits apartés où nous assistons aux affrontements entre tel ou tel groupe, la guerre nous est présentée du point de vue de Géralt et sa troupe. Il n'y a pas de grandiloquence, de noblesse ou de gloire dans cette guerre, mais seulement la cruauté et la destruction qui sont infligées aux populations, et auxquelles nos héros sont des témoins impuissants. Il ne faut pas oublier que l'univers du sorceleur reste sombre et brutal, malgré des moments de grâce et d'humour, comme par exemple cette scène absolument formidable où Régis raconte à ses camarades qu'il a souffert d'une addiction sévère au sang, comme s'il était à une réunion des alcooliques anonymes. Cet humour noir et grinçant est la marque de fabrique de Sapkowski. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur ce roman, mais cette vidéo serait bien trop longue. Je vous retrouverai cependant avec plaisir dans les commentaires si vous souhaitez me donner votre avis sur ce 5e tome. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où j'attaquerai le 6e roman, La Tour de l'Hirondelle, que j'adore et que j'ai hâte de décrypter pour vous. Vathael.